Alors, ce pluriel, pour chercher à comprendre ce que c'est, on sait qu'il y a du code, on sait que ça doit produire probablement un état entre la psychologie individuelle et collective, mais on a les outils qui le produisent, de fait, ils sont là. Donc, à présent, ça nous a un peu devancé et on est en retard. Maintenant, il faut savoir ce qu'on fait avec ces outils, et qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que l'on fait. J'ai regardé un petit peu dans différents chapitres, par exemple dans la science-fiction, c'est-à-dire dans ce qui prétendait parler en avance de ce qui allait arriver au moment où on commençait à inventer le code, ou en tout cas à inventer son industrie. Et il y a des choses intéressantes, on le croisera tout à l'heure. Les meilleurs thèmes de science-fiction à ce propos mentionnent, évoquent un État social sans gouvernement. Alors on dira c'est une utopie, c'est quelque chose, c'est de la science-fiction. Bon voilà. Mais que ça a été suggéré par ces romanciers nous donne un chemin, nous donne une orientation. Un État sans gouvernement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quelque chose qui correspond à la représentation, puisque nos gouvernements sont gérés par des représentants. Donc, l'industrie du code va entrer en une sorte de négociation ou une sorte d'opération qui va concerner les représentants, c'est-à-dire les représentations, et c'est-à-dire ce qu'on appelle les termes linguistiques. Alors, sur cette piste, une fois que l'on a abouti, maintenant que l'on est à l'étape où, en partant de cette question de rechercher ce que c'est que le code, nous arrivons à la question de mieux connaître ce que c'est que la linguistique, on va prendre la linguistique du départ. Hein, c'est-à-dire, on va faire quelque chose de très simple. On va prendre la toute première linguistique, c'est-à-dire, c'était le prélude de la linguistique, c'est-à-dire Champollion. Pas de Saussure encore. De Saussure, c'est le linguiste qui aura inspiré Lacan. Il y a aussi un autre linguiste, Kordziski, je crois, quelque chose comme ça, qui fait la sémantique générale, qui était aussi intéressant. Mais allons à Champollion. Alors j'ai ce vieux bouquin où j'ai trouvé ce que Champollion avait fait. Quelle était la consistance de sa découverte, les étapes. Et voici ce qui s'est passé. Champollion, on le sait, se trouvait face à des hiéroglyphes, c'est-à-dire à des images qui représentaient des choses. Et on écrivait avec ça. Et puis, il les a observés et il a, comme tout le monde, estimé que ces hiéroglyphes représentaient des choses et des images. En les étudiant de plus près, il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs, il y avait plusieurs sortes de hiéroglyphes. Il y en avait qui étaient plus utiles ou plus utilitaires les uns que les autres. Et quand il fallait écrire vite et rapidement, on les simplifiait un petit peu, et ça donnait une écriture qu'on appelait hiératique. Et disons que les images, les belles images du hiéroglyphe devenaient plutôt des sigles, qu'il fallait, qui ne représentaient plus tout à fait les choses. Et puis cette écriture hiératique a évolué encore pour devenir, alors vraiment des sigles comme de la sténographie, si on peut dire.
et pour faire une écriture égyptienne qui s'est appelée démotique. À ce moment-là, Champollion s'est interrogé et s'est dit, mais quelle est la condition qui a mené à ce que notre écriture par image devienne cette espèce de sténographie, cette écriture démotique. Il a estimé que c'était simplement la vitesse, c'était la nécessité d'écrire vite, et il a donc appelé cette écriture hiéroglyphique tachygraphique. Et puis, je m'interroge là-dessus parce que cette écriture démotique, ça va bien, ça peut être un jeu de mots, c'est comme des mots. Et c'est-à-dire que ce n'est plus des images, ce n'est plus des... mais que ça devenait des mots. Et même une façon, un tic-tac de faire des mots. Et effectivement, les hiéroglyphes démotiques sont rassemblés en petits paquets et en forment effectivement des sortes de mots et sont scandés par les premières règles de grammaire. Ceci forme une chaîne d'écriture avec laquelle j'ai reconnu quelque chose que j'avais étudié il y a longtemps, qui, là nous parlons de la philosophie, qui vient de Jean-Paul Sartre, et toute la philosophie, la sociologie, l'économie de Jean-Paul Sartre était employé une idée de Sartre qu'il appelait l'ordre sériel. L'ordre sériel était un alignement, une série de choses, éventuellement une série de mots, c'était entre les choses et les mots, mais cet ordre sériel était la première, disons, les premières phases de l'industrialisation des choses. Alors, écrivons-le comme ça, là je l'écris ici. Voici l'ordre sériel, c'est des paquets de mots, c'est l'écriture démotique. Démos, ça veut dire quoi déjà? En grec, ça voulait dire, je crois, la population. Le peuple. Je crois, le peuple. Hein. Démocratie. Allez, qui c'est qui veut un café là? Hein? Non? Non, pas encore. Café, parce qu'il y a un café. Non? Et alors, qu'est-ce qu'il faut là, ces cafés qui te personne à demander? On va le mettre là, d'accord. La découverte à proprement parler, dont Champollion est l'auteur, est arrivée après. Est arrivée après avoir fait cette découverte du hiéroglyphe tachygraphique. Et cette découverte s'est produite quand il a apposé, mis en correspondance, cette écriture basée sur des images avec la nécessité qu'elle avait par moment de traduire des mots étrangers. L'exemple que j'ai pris, qu'on peut prendre, par exemple, comment est-ce que les Égyptiens antiques auraient traduit le nom du président Obama? Ils auraient écrit O, un bas, une chaussette, et le mât d'un navire. Bon, ça aurait fait trois... C'est de la charade. Voilà. Cette chose-là, exactement. Cette chose-là, or, on reconnaît tout à fait, ces charades, ces rébus, c'est ce que Freud étudie, découvre et met au principe des rêves. Donc on retrouve là absolument le pourquoi Freud, dès la science des rêves, établit une science qui va chercher la forme de la pensée jusque dans les écritures premières et dans ce passage de l'écriture hiéroglyphique des images à l'écriture de l'étranger.
ce qui n'est pas imaginable. Alors, une fois que Champollion a confronté ces deux séries et a observé comment a été traduit le terme, par exemple, Obama, il s'est rendu compte que l'écriture la démotique, avait été tellement abstraite qu'elle permettait de ne signifier plus que des sons. Et à ce moment-là, la découverte était acquise. Les hiéroglyphes, en tout cas de l'écriture démotique, représentaient des sons. C'est-à-dire qu'il y avait une lettre qui n'avait rien à voir avec le liquide et la pluie et la mer, mais qui était le son haut, et qu'il y avait un autre paquet de lettres ou une lettre qui était le son bas, et une autre le bas. Et une fois qu'il a fait cette jonction, qu'il a estimé que le démotique enregistrait ou signifiait des sons, était correspondant avec des sons, ensuite il a généralisé, il a fait redescendre, si on peut dire ça, l'ordre de sa découverte et a prétendu comprendre et découvrir, et on a fait la démonstration, que finalement cette signification de son était finalement généralisable à tous les hiéroglyphes, même ceux qui étaient très anciens. Donc voilà ce que Champollion a découvert. Petite parenthèse, je dois tout de même dire, il le faut bien, que Champollion faisait ses découvertes à l'époque d'un certain Fabre d'Olivet, qui était aussi linguiste et ésotériste à Paris. C'était à l'époque de la Révolution, et dans ces périodes-là, dans ces temps-là, alors que Champollion découvrait que les hiéroglyphes, que les images étaient, enfin, n'étaient pas des images, mais étaient des lettres, Fabre d'Olivet montrait que les lettres étaient bel et bien des images. C'est-à-dire qu'il prenait les lettres hébraïques et il faisait la démonstration, il prétendait montrer que les lettres étaient des images. Ce qui fait qu'il était tout à fait à l'inverse de cette étape que Champollion avait conquise. Alors, mais je n'en fais que la parenthèse. Je pense qu'il faut toujours le dire quand on parle de Champollion, savoir qu'il y avait en fait qu'il y a deux théories croisées, et c'est justement un croisement qui est très fructueux. Mais pour l'instant, restons sur la grande classique de Champollion, et on reprend le petit dessin, l'écriture démotique ici, cet ordre sériel, eh bien, c'est à côté de l'étranger, c'est en vis-à-vis de l'étranger que le sens de cette écriture, le sens de la lettre, parce qu'à ce moment-là, ce ne sont plus des images, mais ce sont des lettres, que le sens de la lettre peut être composé par cet exercice de bipartition, si on peut dire de confrontation, d'un ordre sériel et de l'étranger. Alors, il suffira, et on va quitter Champollion, maintenant on va entrer dans des sphères, vous allez voir, étranges, mais enfin bien connues, parce qu'il suffira de faire un cercle comme ça, pour avoir une espèce d'œuf, où l'on reconnaîtra ce que Lacan appelait un modèle optique. Mais on en reparlera plus tard. Parce qu'avant ça, si cet œuf n'est pas complètement fermé, nous avons quelque chose de beaucoup plus ancien, qui est la caverne de Platon, où nous avons ici des ombres, que l'on peut retrouver et réidentifier à l'ordre sériel. Et ici, nous savons que les prisonniers de la caverne n'ont d'espoir, soit ils n'espèrent rien du tout, soit ils ont espoir de sortir, c'est-à-dire vers l'extérieur. Et les ombres sont des représentations, en quelque sorte, qui vont permettre de traduire l'extérieur. Alors, est-ce que c'est aventureux de faire cette analogie, de mettre Champollion dans le modèle de la caverne? Oui, c'est aventureux, mais c'est une aventure qui est féconde. Je peux vous assurer que ça nous mène à des fruits objectifs et positifs.
Donc, estimons un petit peu cette possibilité pour l'instant. Et je pense que c'est le moment d'introduire la troisième chose. J'ai pris un petit peu des notes pour préparer ça. Hein. C'est-à-dire que, voilà, l'hiéroglyphe étranger, et ce qu'il y a, on va le mettre en vert, ici, finalement, il y a quelque chose dans la caverne qui n'est pas toujours connu, enfin, en général. Enfin, disons, les spécialistes connaissent. C'est-à-dire que tout de même, il se passe quelque chose là, à la porte. Non, pas d'origine. Donc, un d'écart. À l'huisse, à la bouche de la caverne, il y a quelque chose. Il y a une petite mécanique. Il y a un muret, il y a des gens qui portent des figurines, qui font les ombres. Enfin, il y a tout un petit travail théâtral ici qui opère. Et si nous estimons que nous pouvons appliquer cette linguistique de Champollion sur ce modèle-là, c'est tout à fait propice à y mettre ici l'alphabet. A, B, C, D, un ordre catégorique de lettres ordonnées qu'on appelle un alphabet. Alors, c'est les images ou les termes étrangers par l'alphabet vont projeter des ombres. Et voilà.